Vieille baderne insupportable, personne ne te supporte, va manger tout seul de toute façon. Ces mots sont apparus sur l'écran de mon portable ce soir-là, le réveillon de Noël. Je les ai lus une fois, puis deux, puis trois. Ce n'étaient pas des mots d'un inconnu, c'étaient ceux de mes propres fils dans le groupe familial que j'avais moi-même créé des années auparavant avec tant d'affection. Ce soir-là, j'ai compris qu'un réveillon pouvait détruire bien plus qu'une famille. Il pouvait détruire l'illusion que l'amour paternel suffisait à maintenir unis ceux qui ne voulaient déjà plus l'être. Je m'appelle Michel Dubois, j'ai 59 ans. J'habite dans une maison que j'ai construite de mes propres mains et avec la sueur de décennies de travail honnête. Une maison où ont grandi 3 fils, Thomas, Nicolas et Julien. Une maison qui, ce réveillon de Noël, était pleine de nourriture, avec les guirlandes lumineuses allumées, la table dressée avec mes plus beaux plats et complètement vide des personnes que j'aimais le plus au monde. Voici l'histoire que j'ai gardée trop longtemps. L'histoire d'un père qui a cru que l'amour inconditionnel suffisait et l'histoire d'un soir où tout a changé pour toujours. 2 semaines avant Noël, j'ai envoyé un message dans le groupe familial. J'ai écrit avec soin, choisissant chaque mot comme on choisit des fleurs pour un autel. Mes garçons, cette année, je veux qu'on réveillonne tous ensemble le 24 décembre. Je vais préparer tout ce que vous aimez. Je vous attends à 20h. Ne me faites pas faux bond. Je vous aime. J'ai ajouté un emoji cœur rouge et même un petit sapin de Noël. J'ai essayé de paraître joyeux, chaleureux, comme j'avais toujours été avec eux. Thomas a répondu en premier. « Je verrai, papa. » Nicolas a mis un pouce levé. Julien n'a même pas ouvert le message pendant 2 jours. Mais dans mon illusion, j'ai interprété ces silences comme des confirmations. Je me suis dit, ils sont occupés, ils ont leur vie, mais ils viendront, ils viennent toujours quand j'ai besoin, n'est-ce pas? J'ai tout acheté avec des semaines d'avance. Je suis allé au marché de Rungis très tôt, un matin de décembre, quand l'air était encore frais et que les rues sentaient la brioche et les fruits de saison. J'ai choisi la plus belle dinde que j'ai trouvée. J'ai acheté des marrons, des noix, des pommes pour la salade. J'ai acheté la farce que Thomas adorait tant, les épices que Nicolas préférait pour la viande et les ingrédients pour faire les sablés de Noël que Julien mangeait depuis tout petit. J'ai dépensé plus que je ne devais, mais je m'en fichais. C'était Noël, c'était ma famille. J'ai passé 3 jours à cuisiner. Mes mains, qui ne sont plus aussi jeunes qu'avant, ont épluché des pommes de terre, haché des oignons, pétri, remué, goûté. La maison s'est remplie de ces arômes qui n'existent qu'en décembre. Cannelle, clous de girofle, chocolat et l'odeur du sapin artificiel que j'ai décoré seul dans le salon. J'ai dressé la table le 24 décembre dans l'après-midi. J'ai sorti la nappe brodée que ma mère m'avait donnée quand je m'étais marié. J'ai mis les 4 assiettes en porcelaine, les verres en cristal que je n'utilisais que pour les grandes occasions, les serviettes en tissu pliées avec soin. Au centre, j'ai placé un bouquet de fleurs rouges et des bougies blanches. Tout était parfait. J'ai mis ma plus belle chemise, une couleur bordeaux que Thomas m'avait offerte il y a des années. J'ai arrangé mes cheveux, je me suis rasé de près, j'ai mis un peu d'eau de Cologne. Je voulais être présentable pour eux. Je voulais qu'en arrivant, ils soient fiers de leur père. À 19h30, la maison était prête, les lumières allumées, la musique de Noël jouant doucement, la dinde dorée reposant sur le plus grand plat. Tout était prêt. Je me suis assis dans le salon pour attendre. 20h sont arrivées. Personne n'a sonné. 20h30, silence. À 21h, j'ai pris mon portable et j'ai écrit dans le groupe « Vous arrivez bientôt, le dîner est prêt ». Personne n'a répondu. À 21h30, j'ai appelé Thomas. Pas de réponse. J'ai appelé Nicolas. Messagerie vocale. J'ai appelé Julien. Il a rejeté l'appel immédiatement. À 22h, j'ai compris quelque chose de terrible. Il n'allait pas venir. Je me suis levé du fauteuil. J'ai marché jusqu'à la table. J'ai observé tout ce que j'avais préparé avec tant d'amour. Et à ce moment-là, j'ai senti un froid parcourir ma poitrine. Ce n'était pas encore de la tristesse. C'était de l'incrédulité. J'ai repris mon portable, je suis entré dans le groupe familial, et c'est là que j'ai vu. Il y avait une conversation parallèle, un groupe qu'ils avaient créé sans moi.
Quelqu'un, par erreur, avait envoyé un message dans le mauvais groupe. C'était Julien. « Sérieux? On doit aller dîner chez lui? C'est toujours la même chose. Il nous fait culpabiliser si on ne vient pas. » Nicolas avait répondu « Moi, j'ai déjà des plans. Qu'il se fâche s'il veut. » Et Thomas, mon fils aîné, celui qui avait toujours été le plus calme, avait écrit « Vieille baderne insupportable, personne ne te supporte. Tu vas manger tout seul de toute façon. » J'ai lu ces mots cruels, comme si le mépris devait être tapé pour faire plus mal. Et quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une cassure bruyante, de celle qu'on pleure immédiatement. C'était silencieux, profond, définitif. J'ai laissé le téléphone sur la table. Je me suis assis seul devant ce réveillon que j'avais préparé pour 4. Je me suis servi une assiette, juste une. J'ai coupé un morceau de dinde. Je l'ai porté à ma bouche. Je mâchais, mais je ne sentais pas le goût. J'avalais, mais je n'avais pas faim. La musique de Noël continuait à jouer. Les bougies étaient toujours allumées. Les lumières du sapin clignotaient doucement. Mais j'étais complètement seul. Et alors, au milieu de ce silence insupportable, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Parfois, on fait trop confiance à ceux qu'on ne devrait pas. Vous aussi, vous avez déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Il y a des souvenirs qui font plus mal quand ils sont beaux, parce qu'ils contrastent avec ce qui est venu après, parce qu'ils nous obligent à nous demander à quel moment tout a commencé à s'effondrer. Avant ce réveillon de Noël terrible, il y a eu des années de rires, d'embrassades, d'une famille qui semblait inébranlable. Je me souviens quand Thomas est né. C'était un jeudi d'avril, il y a 35 ans. J'avais 24 ans. J'étais si jeune, si plein de rêves. Ma femme, Françoise, a pris ma main à l'hôpital et m'a dit « On va lui donner tout ce qu'on n'a pas eu nous ». Et nous avons tenu cette promesse. Nous avons travaillé jour et nuit pour que nos fils ne connaissent jamais la faim que nous avions connue enfants. Thomas était un bébé tranquille, aux yeux sombres et aux petites mains qui s'accrochaient à mon doigt, comme si c'était sa seule certitude au monde. Je lui chantais des berceuses, en le berçant dans mes bras, je préparais ses purées maison, je cousais ses vêtements quand nous n'avions pas d'argent pour en acheter de nouveaux. C'était mon premier-né, ma fierté. 2 ans plus tard est arrivé Nicolas, et avec lui, le chaos. C'était un garçon agité, curieux, toujours en train de courir dans la maison, toujours en train de demander pourquoi. Il tombait, s'écorchait les genoux, pleurait 5 minutes et recommençait à courir. Françoise disait que Nicolas avait hérité mon énergie. Je disais qu'il avait hérité de l'entêtement de sa mère. Nous avions tous les deux raison. Et 5 ans plus tard, quand je pensais déjà que ma famille était complète, est arrivé Julien, mon Benjamin, aux yeux clairs et au rire contagieux. Je l'ai accueilli avec des larmes de bonheur, la dernière pièce de mon puzzle. Nous vivions dans un petit appartement à l'époque. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine où la table tenait à peine. Mais dans cet humble logement, mes fils ont grandi entourés d'amour. Le dimanche, nous faisions des barbecues sur le balcon. Le samedi, nous regardions des films ensemble, serrés sur l'unique canapé que nous avions. Le soir, avant de dormir, je leur lisais des histoires pendant qu'ils se disputaient pour savoir qui dormait le plus près de moi. Nous étions heureux. Françoise travaillait au bâtiment, elle partait à l'aube et revenait au crépuscule avec les mains calleuses et les vêtements couverts de poussière, mais elle arrivait toujours avec un sourire. Elle nous prenait toujours dans ses bras avant d'aller se doucher. Elle nous faisait toujours sentir que tout irait bien. Moi, je travaillais comme gardien d'immeuble, je nettoyais des bureaux et je n'en avais pas honte. Je nettoyais des immeubles, des appartements, des maisons énormes de gens qui avaient plus d'argent qu'ils ne savaient en dépenser. Je me levais à 5 heures du matin, je préparais le café pour les enfants, je prenais 2 métros pour arriver à mon premier travail de la journée, je rentrais à midi, je préparais le déjeuner, j'aidais les enfants avec leurs devoirs, puis je repartais nettoyer un autre immeuble l'après-midi. Mes mains sentaient toujours l'eau de Javel. Mes genoux me faisaient toujours mal d'avoir tant frotté les sols, mais je ne me suis jamais plaint parce que chaque euro que je gagnais était pour eux, pour que Thomas puisse étudier, pour que Nicolas ait ses fournitures scolaires, pour que Julien puisse aller au cours de foot. Ce rêve qui l'animait tant,
Ils n'ont jamais manqué de l'essentiel. Quand Thomas a eu 15 ans, il voulait un scooter. Nous n'avions pas l'argent. Françoise et moi avons travaillé en double service pendant 3 mois. Nous avons arrêté d'acheter de la viande. J'ai rapiécé mes vieux vêtements au lieu d'en acheter des neufs. Nous avons économisé chaque centime et le jour de son anniversaire, nous lui avons offert ce scooter rouge dont il rêvait tant. Il a pleuré de joie. Il m'a serré si fort que j'ai cru qu'il allait me casser les côtes. « Tu es le meilleur père du monde », m'a-t-il dit. Nicolas voulait devenir footballeur. Nous n'avions pas de quoi payer une école chère, mais Françoise l'emmenait tous les week-ends jouer au parc et lui enseignait des techniques, l'encourageait. Je lavais son maillot à la main après chaque match, même quand il revenait trempé de boue. Je le voyais courir sur ce terrain improvisé et je sentais que toute ma fatigue en valait la peine. Julien rêvait d'aller à Disneyland Paris. J'ai économisé pendant 4 ans. 4 ans sans acheter une seule paire de chaussures neuves. 4 ans à manger du riz et des pâtes quand l'argent manquait. Mais quand il a eu 10 ans, nous l'avons emmené à Disneyland. J'ai vu son petit visage illuminé devant le château de la Belle au bois dormant et j'ai su que tous les sacrifices en avaient valu la peine. C'est ainsi que nous avons élevé nos fils, avec sacrifice, avec amour, avec la certitude que tout ce que nous faisions avait du sens. Quand Françoise est morte, il y a 7 ans, j'ai pensé que je ne survivrais pas à la douleur. C'était un infarctus foudroyant. Elle est partie travailler un matin et n'est jamais revenue. On m'a appelé de l'hôpital, mais quand je suis arrivé, il était déjà trop tard, elle n'était déjà plus là. Mes fils ont pleuré avec moi aux funérailles. Thomas, qui avait déjà 28 ans, m'a embrassé et m'a dit « Ne t'inquiète pas, papa, je vais m'occuper de toi ». Nicolas, à 26 ans, a posé sa main sur mon épaule et a promis « On ne te laissera jamais seul ». Julien, à 21 ans, s'est accroché à moi et a murmuré « Tu es l'homme le plus fort que je connaisse ». Et je les ai crus. Je les ai crus parce que c'étaient de mes fils, parce que je les avais élevés avec des valeurs, parce que je leur avais appris à honorer leurs parents, à être reconnaissants, à se souvenir d'où ils venaient. Pendant les premiers mois après la mort de Françoise, ils ont été présents. Thomas venait le dimanche réparer les choses de la maison qui cassaient. Nicolas m'emmenait au marché. Julien me rendait visite pendant la semaine et m'aidait avec le ménage. Mais petit à petit, les visites se sont raréfiées. Thomas a obtenu une promotion au travail. Il a commencé à beaucoup voyager. Ses visites sont passées d'hebdomadaires à mensuelles. Nicolas s'est marié avec une femme qui ne m'a jamais regardé avec affection. Dès le début, j'ai senti sa froideur, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas causer de problème. Les visites sont devenues sporadiques. Il avait toujours une excuse. Le travail, les embouteillages, les obligations sociales. Julien est parti vivre dans une autre ville à cause du travail. Nous parlions au téléphone, mais ce n'était plus pareil. Ses appels étaient brefs, précipités, toujours interrompus par quelque chose de plus important. J'ai continué à travailler. J'ai nettoyé des bureaux jusqu'à mes 55 ans, quand mon dos n'a plus tenu, mais j'avais économisé. J'avais été prudent. J'ai acheté cette maison plus grande il y a 10 ans, quand Françoise était encore en vie. Je l'ai mise à mon nom. C'est devenu mon refuge après sa mort. J'ai aussi acheté 3 voitures d'occasion, mais en bon état, une pour chaque fils. Je les ai mises à mon nom parce que je voulais garantir qu'ils en prendraient soin, qu'ils sachent que c'était un cadeau précieux. Je leur ai dit, « Ces voitures sont à vous, mais elles sont à mon nom. Au cas où un jour vous auriez besoin de les vendre, ou s'il arrivait quelque chose de légal, c'est pour vous protéger. » Je n'ai jamais imaginé que cette décision deviendrait si importante. Mes fils ont grandi, ils sont devenus adultes, ils ont fait leur vie, et moi, petit à petit, je me suis transformé en une ombre, en quelqu'un qu'on appelait seulement quand on avait besoin de quelque chose. De l'argent pour une facture, de l'aide avec les petits-enfants qu'on ne me laissait jamais voir plus d'1 heure, une faveur rapide que j'accomplissais toujours sans poser de questions. Mais quand j'avais besoin de compagnie, quand j'appelais juste pour entendre leur voix, les réponses étaient toujours les mêmes. « Je suis occupé, papa. Je te rappelle plus tard. Je n'ai pas le temps maintenant. » Et j'acceptais parce que j'étais le père.
Parce que l'amour paternel ne demande pas, n'exige pas, ne conditionne pas. Ou c'est ce que je croyais. Les fissures dans une famille n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles se forment lentement, comme des infiltrations dans un vieux mur. Au début, elles sont si fines qu'on ne les voit pas, mais elles sont là, grandissant, attendant le moment de devenir des gouffres. La première fois que j'ai senti que quelque chose changeait, c'était il y a 3 ans, à l'anniversaire de Thomas. Il fêtait ses 32 ans. J'avais préparé son gâteau préféré, un fraisier qu'il adorait depuis tout petit. J'ai appelé pour demander à quelle heure je pouvais passer le déposer. « Mieux vaut ne pas venir, papa », m'a-t-il dit avec une voix étrange, distante. « On va fêter ça avec les copains. Tu sais, c'est une ambiance entre adultes. » Ambiance entre adultes. Comme si j'étais un enfant, comme si ma présence embarrassait mon propre fils. J'ai avalé ma salive. Je n'ai pas voulu me disputer. « D'accord, fiston, je passerai demain alors. »« Mieux vaut que je t'appelle quand j'aurai le temps, » a-t-il répondu. Et il a raccroché. Il n'a jamais appelé. Le gâteau est resté dans mon réfrigérateur pendant 1 semaine. Je l'ai mangé seul, un morceau chaque soir, en regardant les vieilles photos de quand Thomas était petit. Sur ces photos, il me serrait dans ses bras avec cet énorme sourire, sans ses dents de devant, avec les yeux brillants d'amour pur. À quel moment ce petit garçon s'était-il transformé en un homme qui ne voulait pas me voir? 2 mois plus tard, Nicolas m'a invité à déjeuner. J'étais ému. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas partagé un repas. Je me suis bien habillé, j'ai mis ma plus belle veste, je suis arrivé à l'heure au restaurant qu'il avait choisi. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris pourquoi il m'avait invité. « Papa, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent », a-t-il dit avant même que le serveur n'apporte la carte. « C'est 50 000 €, c'est urgent. J'ai une opportunité d'affaires et j'ai besoin du capital. » 50 000 €, c'était tout ce qu'il me restait d'économie après avoir payé les dépenses du mois. « Et quand me le rendrais-tu » ai-je demandé avec précaution, sans vouloir paraître méfiant. « Dans 6 mois, je te promets, papa, c'est un investissement sûr. » Quelque chose en moi m'a averti de ne pas le faire, mais c'était mon fils, mon Nicolas, le petit garçon agité que j'avais porté dans mes bras, que j'avais soigné quand il était malade, que j'avais nourri de mes propres efforts. J'ai donné l'argent. 3 ans ont passé. Il ne m'a jamais rendu 1 seul euro. Quand je demande, il a toujours une excuse. Les affaires sont au ralenti. J'attends un paiement. Je dépose bientôt. Mais l'argent n'arrive jamais, et les appels de Nicolas non plus. Il ne me cherche que quand il a besoin d'autre chose. Avec Julien, c'était différent, plus subtil, plus douloureux. Un samedi après-midi, il y a 2 ans, j'ai pris mon courage à 2 mains pour lui rendre visite sans prévenir. Il habitait un bel appartement dans le 16e arrondissement. J'ai sonné avec un plat de gratin dauphinois que j'avais fait ce matin-là en pensant lui faire une surprise. Il a ouvert la porte à moitié. Il ne m'a pas invité à entrer. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé sur un ton qui mélangeait surprise et gêne. « Je t'ai apporté du gratin, mon garçon. J'ai pensé qu'on pourrait manger ensemble. »« C'est que j'ai des invités, » a-t-il dit en regardant derrière lui. J'ai entendu des rires à l'intérieur, des rires masculins. Ce n'est pas le bon moment. Juste un petit moment, ai-je insisté. J'avais tellement besoin d'être avec lui. Julien a soupiré. « Papa, sérieux? Je suis occupé. On se voit plus tard, d'accord ?» Et il a fermé la porte. Je suis resté debout dans le couloir de cet immeuble élégant avec mon gratin dans les mains, me sentant comme un vendeur rejeté. J'ai entendu les rires continuer de l'autre côté de la porte. Julien célébrait quelque chose avec ses amis, et je n'étais pas invité dans sa vie. Je suis rentré chez moi en métro avec le gratin encore chaud. Je l'ai partagé avec les voisins. Je ne voulais pas le manger seul. Il aurait eu un goût d'humiliation. Mais le pire, ce n'était pas ces moments isolés. Le pire, c'était de réaliser qu'il devenait un schéma. Les appels que je passais le dimanche n'étaient plus décrochés. Mes messages dans le groupe familial restaient non lus pendant des jours. Quand j'écrivais « Vous me manquez », personne ne répondait. Quand je demandais « Comment allez-vous ?» je recevais des réponses monosyllabiques. « Bien, occupé. On se parle plus tard. »
Les invitations à venir chez moi étaient toujours refusées. Je ne peux pas, j'ai du travail. Ce jour-là, j'ai un rendez-vous. Une autre fois. Mais cette autre fois n'arrivait jamais. J'ai réalisé qu'ils ne me cherchaient que quand ils avaient besoin. Thomas m'appelait quand il avait besoin que je garde son fils, mon petit-fils de 6 ans, parce que la nounou avait fait défaut. Il le déposait à 7 heures du matin et venait le chercher à 21 heures, sans même me demander si j'avais des plans. Je laissais tout pour m'occuper de ce beau petit garçon, je préparais sa nourriture préférée, je jouais avec lui, je lui racontais des histoires. Et quand Thomas venait le chercher, il me remerciait à peine, il l'emmenait et ne rappelait pas avant la prochaine urgence. Nicolas me cherchait quand il avait besoin que je signe des papiers pour la voiture qui était à mon nom. C'est juste de l'administratif, papa, signe ici. Je signais sans lire, en lui faisant confiance. Que pouvais-je faire d'autre? C'était mon fils. Julien m'appelait quand il avait besoin de conseils, mais pas pour m'écouter, juste pour se défouler. Il parlait pendant 1 heure de ses problèmes au travail, de ses frustrations, de ses déceptions amoureuses. J'écoutais patiemment, je donnais mon avis quand il le demandait. Mais quand j'essayais de partager quelque chose de ma vie, de ma solitude, il trouvait toujours un moyen de couper la conversation. « Ah, papa, on m'appelle au bureau. On se parle plus tard. » Le plus tard n'arrivait jamais. J'étais devenu une commodité, quelqu'un d'utile, mais pas quelqu'un d'aimé. Et le plus triste, c'est que je continuais à les justifier. Ils sont occupés, me disais-je. Ils ont leur propre vie. C'est normal. Les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça, plus indépendants. Mais au fond, tout au fond, je connaissais la vérité. Je savais que quelque chose s'était brisé, que l'amour que je leur avais donné pendant des décennies n'était pas réciproque, que je devenais invisible pour les 3 personnes que j'aimais le plus au monde. J'ai commencé à me sentir seul, profondément seul. Ce n'était pas la solitude de n'avoir personne autour, c'était pire. C'était la solitude d'avoir des fils vivants, en bonne santé, qui réussissaient, et de sentir qu'on ne comptait pas pour eux. J'ai essayé de parler, j'ai vraiment essayé. Un dimanche après-midi, il y a 1 an, j'ai réussi à réunir les 3 chez moi. J'avais tellement insisté qu'ils ont finalement accepté de venir. J'ai préparé leur nourriture préférée. J'ai dressé la table avec soin. Je voulais que ce moment soit spécial. Pendant le déjeuner, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit « Les garçons, il faut que je vous parle. » Thomas a levé les yeux de son portable pendant 1 seconde. Nicolas a continué à manger. Julien a soupiré. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» a demandé Thomas avec impatience. « C'est que vous me manquez beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne se voit plus comme avant. J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, que vous veniez déjeuner tous les dimanches, comme on faisait quand votre mère était vivante. » Il y a eu un silence gênant. Nicolas a parlé en premier. « Papa, on n'est plus des enfants. On a nos propres familles, nos boulots. On ne peut pas venir tous les dimanches comme si on avait 10 ans. » Je ne dis pas tous les dimanches, ai-je essayé d'expliquer, mais au moins 1 fois par mois pour ne pas perdre le lien. Julien a eu un rire sec. « Papa, ne nous fais pas culpabiliser. On est venu aujourd'hui, non? Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Thomas est intervenu avec un ton conciliant mais froid. « Papa, je comprends que tu sois seul, mais on ne peut pas combler ce vide. Chacun a sa vie. Tu devrais te faire des amis, sortir, faire quelque chose. Tu ne peux pas dépendre de nous pour être heureux. » Leurs mots m'ont frappé comme des pierres. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête. Nous avons fini de manger en silence. Ils sont partis 1 heure plus tard, chacun avec une excuse différente. Ce soir-là, j'ai pleuré dans mon lit. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Françoise, parce que je comprenais quelque chose de terrible. Mes fils me voyaient comme un fardeau, comme quelqu'un de dépendant, de collant, de pénible. Moi qui avais sacrifié ma jeunesse pour eux. Moi qui avais travaillé jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus pour leur donner une vie digne. Moi qui n'avais jamais rien demandé en retour, à part un peu de temps, un peu d'amour. Mais pour eux, c'était trop. Après cette conversation, j'ai arrêté d'insister.
J'ai arrêté d'appeler aussi fréquemment. J'ai arrêté d'écrire dans le groupe familial. J'ai attendu qu'ils me cherchent. Des semaines ont passé, puis des mois. Personne ne m'a cherché, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Et c'est ainsi qu'est arrivé Noël cette année. Ce Noël où j'ai décidé de faire une dernière tentative, un dernier effort pour récupérer ma famille. J'ai écrit pour eux 2 semaines à l'avance. J'ai supplié sans dire que je suppliais. J'ai ouvert mon cœur avec ce message innocent. Je vous attends à 20 heures. Ne me faites pas faux bond. Je vous aime. Et ils ont répondu avec indifférence, avec des émojis vides, avec des silences. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû réaliser qu'ils ne se souciaient déjà plus de moi. Mais le cœur d'un père espère toujours, croit toujours, pardonne toujours, avant même qu'il y ait quelque chose à pardonner. Et cet espoir a failli me détruire. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Il y a un mensonge que nous, les pères, nous racontons, un mensonge dangereux que nous répétons comme un mantra chaque fois que nos fils nous blessent. Ils ne le font pas exprès, ils sont juste occupés. Ils traversent juste une période difficile, ils ont juste besoin de temps. J'ai répété ce mensonge pendant des années. Chaque fois que Thomas annulait une visite au dernier moment, je me disais « Il est stressé par le travail, c'est un bon fils, il a juste besoin d'espace ». Chaque fois que Nicolas me demandait de l'argent et ne le rendait jamais, je justifiais. Il traverse des difficultés financières, il me paiera quand il pourra, c'est juste temporaire. Chaque fois que Julien raccrochait brusquement ou refusait mes invitations, je pensais, il a sa propre vie maintenant. Il est indépendant, c'est bien. Je l'ai éduqué pour être fort. Je suis devenu expert dans l'invention d'excuses pour eux, dans la minimisation de ma douleur, dans la transformation de chaque grossièreté en quelque chose de compréhensible, de justifiable, de quelque chose que je pouvais supporter si j'étais juste plus patient, plus compréhensif, plus flexible. Et vous savez ce qui est le plus triste ? Pendant que je m'annulais pour ne pas les déranger, ils se sont habitués à mon absence. Ils se sont habitués à ce que je sois toujours disponible quand ils avaient besoin, mais sans jamais rien exiger en retour. Je suis devenu une ressource, pas une personne. Je me souviens d'un épisode il y a 1 an et demi qui aurait dû m'ouvrir les yeux, mais ça ne l'a pas fait parce que j'étais déjà trop submergé dans mon propre déni. C'était un vendredi après-midi. J'étais au Monoprix en train de faire mes courses quand j'ai reçu un appel de Thomas. J'étais si ému de voir son nom sur l'écran que j'ai failli faire tomber mon panier. « Fiston, quelle surprise! Comment vas-tu ?»« Papa, j'ai besoin d'un service urgent, » a-t-il dit sans même me saluer. « Tu peux garder Gabriel ce soir? J'ai un dîner de travail super important et la nounou est malade. » Gabriel était mon petit-fils, le fils de Thomas, un beau petit garçon de 6 ans qui remplissait mon cœur chaque fois que je l'entendais. Mais les visites étaient toujours comme ça. Urgente, imprévue, fonctionnelle. « Bien sûr, fiston. À quelle heure tu me l'amènes ?»« Dans 1 heure. C'est vraiment urgent, papa. »« Oui, pas de problème. Je vous attends. » J'ai laissé mes courses à moitié faites. Je suis rentré chez moi en courant. Je devais nettoyer, préparer quelque chose pour le dîner de Gabriel, sortir ses jouets préférés que je gardais dans un tiroir spécial pour quand il venait. Thomas est arrivé exactement 1 heure plus tard. Il est entré précipitamment, à peine un regard pour moi. Gabriel avait son sac à dos avec son pyjama et sa brosse à dents. « Merci, papa. Je reviens vers 23 heures. »« Si tard ?» ai-je demandé, surpris. « C'est un dîner important. Tu sais comment c'est, ces choses-là. » Il est parti sans même embrasser son fils. Gabriel est resté debout dans le salon avec son sac à moitié tombé, me regardant avec ses grands yeux tristes. « Ton papa a toujours beaucoup de travail, hein ?» ai-je demandé en l'aidant à enlever ses chaussures. « Oui », a répondu le petit garçon d'une petite voix. « Et ma maman aussi. C'est pour ça qu'il me laisse toujours chez toi ou chez la nounou. » Mon cœur s'est serré. Ce petit garçon avait besoin de ses parents, mais ils étaient trop occupés à construire leur carrière, leur statut, leur vie parfaite d'adultes qui réussissent. Ce soir-là, nous avons joué aux petites voitures.
Nous avons dîné de quiche et de jambon beurre. Nous avons regardé un film de dinosaures qu'il adorait. Gabriel s'est endormi sur mes genoux à 21 heures. Je l'ai porté jusqu'à mon lit. Je l'ai couvert avec soin. J'ai embrassé son front. 23 heures sont arrivées. Thomas n'est pas venu. Minuit. Rien. 1 heure du matin. Silence. J'ai appelé. Pas de réponse. J'ai écrit. Pas de réponse. À 2 heures du matin, j'ai reçu un message. « Désolé papa, le dîner s'est prolongé. Tu peux le garder jusqu'à demain ? Je passe vers 10 heures. » Il ne m'a pas demandé, il m'a informé. J'ai répondu « D'accord, fiston, dors tranquille. » Mais je n'étais pas d'accord. J'avais un rendez-vous médical à 9 heures le samedi matin, un rendez-vous que j'avais attendu 3 mois pour vérifier une gêne dans la poitrine qui m'inquiétait. Mais j'ai annulé le rendez-vous parce que mon petit-fils avait besoin de moi, parce que Thomas avait besoin de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Thomas est arrivé à 14 heures, pas à 10 heures. À 14 heures, il est entré en riant, au téléphone, sentant le parfum cher. Quand il a raccroché, il m'a dit « Merci papa, le dîner était excellent. Je pense qu'on va conclure le contrat. »« Tant mieux, fiston, » ai-je répondu en essayant de sourire. « Ah !» Et après, on est allé dans un bar avec le client. La soirée était géniale. Après, il est allé dans un bar, pendant que son fils dormait chez son grand-père. Pendant que son père annulait son rendez-vous médical pour s'occuper du petit garçon qu'il avait laissé sous prétexte de travail urgent. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri, je l'ai embrassé, j'ai dit « Je suis content que ça aille bien pour toi. » Thomas a pris Gabriel par la main et est parti. Il ne m'a même pas donné d'argent pour le goûter. Il ne m'a même pas remercié vraiment. Juste un baiser rapide sur la joue et il a disparu. Je suis resté debout à la porte en regardant la voiture s'éloigner. Et à ce moment-là, j'aurais dû être en colère. J'aurais dû appeler et dire que ce qu'il avait fait n'était pas correct, qu'il ne pouvait pas m'utiliser comme ça, que j'avais aussi une vie, des besoins, des rendez-vous. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Peur que si je me plaignais, j'exigeais du respect, il arrêterait de me chercher. Et alors, je ne verrai plus mon petit-fils. Je n'entendrai plus la voix de mon fils. Alors j'ai avalé ma colère, j'ai avalé ma déception, et j'ai continué à être le père compréhensif, disponible, inconditionnel. Avec Nicolas, c'était pire, parce que Nicolas avait appris qu'il pouvait me manipuler émotionnellement. Il y a 8 mois, il est arrivé chez moi un dimanche après-midi. Il n'avait pas prévenu, il a juste sonné à la porte, et quand j'ai ouvert, je l'ai vu là, avec un sourire étrange. Un sourire que je connaissais déjà. C'était le sourire qu'il faisait quand il avait besoin de quelque chose. « Papa, content de te voir », m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras avec cette effusion fausse qui faisait plus mal que son indifférence. « Fiston, entre. Tu veux un café ? » ?»« Oui, s'il te plaît. » Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai préparé du café frais, j'ai mis du gâteau sur la table, j'ai essayé de discuter, de lui demander comment il allait, ce qu'il avait fait pendant ces semaines dont je n'avais pas de nouvelles. Mais Nicolas n'était pas venu pour discuter. « Papa, il faut que je te parle de quelque chose d'important, » a-t-il dit après la 2e gorgée de café. Mon estomac s'est serré. Je savais déjà ce qui allait venir. « Vas-y, fiston. Tu te souviens de l'argent que tu m'as prêté il y a 3 ans ? » ?»« Oui, je m'en souviens. » « Eh bien, je n'ai toujours pas pu te rembourser et la vérité, c'est que je traverse un moment très difficile financièrement. » Je suis resté silencieux. J'ai attendu qu'il continue. L'affaire n'a pas marché comme je l'espérais. J'ai tout perdu et maintenant j'ai des dettes importantes. Et bon, je suis venu te demander une autre faveur. Nicolas, c'est 50 000 € que je t'ai emprunté, papa. Je te jure que cette fois je rembourse. C'est pour sortir d'une dette que j'ai avec la banque. Si je ne paie pas, ils vont saisir ma voiture. La voiture qui était à mon nom. Fiston, je n'ai plus ces économies. Ce que je t'ai prêté il y a 3 ans, c'était tout ce que j'avais de côté. Maintenant, je ne vis que de ma retraite. Son visage a changé. Le sourire a disparu. Donc tu ne vas pas m'aider. Ce n'est pas que je ne veux pas, fiston. C'est que je n'ai littéralement pas l'argent. Mais tu pourrais demander un prêt. Tu pourrais vendre quelque chose, faire quelque chose. Non, je suis resté sans voix. Vendre quelque chose.
m'endetter moi pour le sortir de problèmes qu'il avait créés lui-même avec son irresponsabilité. Nicolas, je t'ai déjà aidé. Je t'ai donné tout ce que j'avais, et tu ne me l'as jamais rendu. Comment veux-tu que je te prête encore? Il s'est levé de sa chaise brusquement. Son visage était rouge de colère. Je savais que tu dirais ça. Je savais qu'au final, tu aurais toujours des excuses. Fiston, ce n'est pas une excuse. Tu sais quoi, papa? Tu dis toujours que tu nous aimes, que tu ferais n'importe quoi pour nous, mais au moment de vérité, quand j'ai vraiment besoin, tu me tournes le dos. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Nicolas, s'il te plaît, comprends-moi. Non, c'est toi qui dois me comprendre. Je suis désespéré et toi qui es mon père, tu me refuses ton aide. Il est parti en claquant la porte, me laissant tremblant dans cette cuisine, avec le café encore chaud, le gâteau intact, les larmes qui roulaient sur mon visage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté à ruminer ces mots. Avait-il raison? Étais-je un mauvais père de ne pas m'endetter pour l'aider? Devais-je me sacrifier davantage? Jusqu'où devais-je aller? Et le plus malsain, c'est que 2 jours plus tard, j'ai appelé Nicolas. Je lui ai dit que j'avais réussi à avoir 30 000 €, que ce n'était pas les 50 dont il avait besoin, mais c'était ce que je pouvais donner. J'ai menti. Je n'avais pas réussi à les avoir. Je les ai retirés de ma carte de crédit, j'ai pris un prêt, je me suis endetté, j'ai sacrifié ma tranquillité financière, parce que je ne supportais pas l'idée que mon fils pense que je ne l'aimais pas. Nicolas est venu chercher l'argent, cette fois sans sourire. Il a juste pris l'enveloppe, m'a remercié sèchement et est parti. 8 mois ont passé. Il ne m'a jamais rien rendu. Il ne m'a même pas demandé comment je payais la dette que j'avais contractée pour lui. Et Julien, mon Benjamin, avec lui, la douleur était différente, plus subtile, plus constante. Julien avait appris à me faire sentir coupable d'exister. Chaque fois que j'appelais, son ton était d'agacement mal dissimulé. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tout va bien ?» Comme si je ne pouvais appeler qu'en cas d'urgence. « Je voulais juste savoir comment tu vas, mon garçon. »« Ah, papa, je suis super occupé, mais ça va. Et toi? »« Ça va, mon fils. Et le travail? »« Ça va, papa. Écoute, il faut que je raccroche. Je suis au milieu de quelque chose. » Il était toujours au milieu de quelque chose. Il avait toujours de la presse. Il y avait toujours quelque chose de plus important que de me parler. Il y a 6 mois, j'ai essayé de lui rendre visite à nouveau. Cette fois, j'ai prévenu. J'ai écrit « Fiston, je serai près de chez toi jeudi. Je peux passer te voir, ne serait-ce qu'un petit moment ?» Il a mis des heures à répondre. « Mieux vaut un autre jour, papa. Jeudi, j'ai beaucoup de travail. Et vendredi? Vendredi, j'ai des plans. Et le week-end? Papa, sérieux? Là, je ne peux pas. Je te dirai quand j'aurai le temps, d'accord? » Il n'a jamais dit quand. J'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Mon propre fils m'évitait. Ma présence le dérangeait. Moi qui l'avais mis au monde, allaité, du moins sa mère l'avait fait, veillé sur ses rêves pendant des années, j'étais devenu quelqu'un dont il voulait s'échapper. Et pourtant, je continuais à justifier. Il est jeune, il a sa vie. Moi, à son âge, je ne visitais pas tant ma mère non plus. Mais c'était un mensonge. Je visitais ma mère toutes les semaines jusqu'au jour où elle est morte, parce que c'est comme ça qu'on m'avait éduqué, parce que le respect et l'amour envers les parents n'avaient ni âge ni exception. J'étais devenu expert dans l'art d'avaler la douleur, de sourire quand je voulais pleurer, de dire « tout va bien » quand rien n'allait, de m'annuler complètement pour ne pas déranger mes fils avec mon existence. Et eux le savaient. Ils savaient que je serais toujours là, toujours disponible, toujours à pardonner, toujours à attendre. C'est pour ça que quand j'ai écrit au sujet du réveillon de Noël, ils ne se sont même pas donné la peine d'inventer de bonnes excuses. Ils ont juste mis des emojis, des réponses vagues, de l'indifférence, parce que j'avais établi le précédent. Ils pouvaient me traiter comme ils voulaient. J'allais toujours comprendre, toujours pardonner, toujours attendre, jusqu'à ce réveillon de Noël. Jusqu'à ce que je lise ces mots dans le groupe familial. « Vieille baderne insupportable, personne ne te supporte. Tu vas manger tout seul de toute façon. » À ce moment-là, quelque chose en moi s'est rompu.
Et ce n'était plus une fracture. C'était l'effondrement total de tous les mensonges que je m'étais racontés pendant des années. Je ne pouvais plus continuer à nier la vérité. Mes fils ne m'aimaient pas. Ils me toléraient, ils m'utilisaient, mais ils ne m'aimaient pas, et cette vérité, bien que dévastatrice, m'a libéré. Il y a des signes qu'on ignore parce qu'on ne veut pas voir. Il y a des vérités qu'on rejette parce que les accepter signifierait détruire l'image qu'on a des personnes qu'on aime. J'avais ignoré trop de signes. Mais ils étaient tous là, attendant le moment de se révéler. Le premier signe clair est arrivé il y a 4 mois, en août. C'était une découverte accidentelle qui a glacé mon sang. J'étais chez Thomas. Il m'avait demandé de venir faire le ménage parce qu'il avait une inspection importante pour vendre l'appartement. Oui, il m'a demandé à moi, un homme de 59 ans avec des problèmes de dos, de nettoyer son appartement de 2 étages parce qu'il ne voulait pas payer quelqu'un pour le faire. Et j'y suis allé, parce que c'était mon fils, parce que je disais toujours oui. Je passais la serpillière dans le bureau quand j'ai vu son ordinateur portable ouvert sur la table. Je n'avais pas l'intention de fouiller, vraiment, mais l'écran s'est allumé tout seul avec une notification et une conversation WhatsApp est apparue. C'était un chat avec sa femme, Amélie, et le contenu m'a coupé le souffle. Amélie avait écrit « Tu as dit à ton père qu'on déménage à Marseille ?» Thomas avait répondu « Non, et je ne vais pas lui dire avant le dernier moment. Tu sais comment il est. Il va commencer avec le drame qu'il ne verra pas Gabriel, qu'on l'abandonne, blabla. » C'est vrai pourtant, il ne verra pas son petit-fils aussi souvent. Oh, s'il te plaît, il le voit à peine maintenant, il demande toujours qu'on l'amène, mais il se fatigue vite et il nous appelle pour qu'on vienne le chercher plus tôt. C'était un mensonge cruel. Je ne me fatiguais jamais de Gabriel, jamais. C'était eux qui venaient le chercher plus tôt parce qu'ils avaient des plans, des sorties, des dîners, des vies parfaites de couple qui réussit. Mais Thomas disait ça. J'ai continué à lire, les mains tremblantes. En plus, a continué Thomas, ce n'est pas comme si on lui devait beaucoup. Il vient quand on a besoin de quelque chose, et c'est tout. On ne lui doit rien de plus. On ne lui doit rien de plus. Ces 4 mots se sont gravés dans mon cerveau comme du fer en braise, rien de plus. 35 ans de nuits blanches, de sacrifices, d'amour inconditionnel, c'était rien de plus. Amélie a répondu « Tu as raison. De toute façon, quand on déménagera, ce sera un soulagement de ne plus l'avoir sur le dos. » J'ai fermé l'ordinateur. Mes mains transpiraient. La serpillière est tombée par terre. Je me suis assis par terre dans ce bureau, entouré de meubles chers que mon fils avait achetés avec l'argent qu'il gagnait dans son travail qui marchait bien. Et j'ai pleuré en silence. Je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de colère, d'impuissance, d'humiliation. J'ai fini de nettoyer cette maison comme un robot. Chaque mouvement était mécanique. Quand j'ai terminé, j'ai écrit à Thomas. « J'ai terminé, tout est propre. » Il a répondu 3 heures plus tard. « Ok, papa. Même pas un merci, juste ok. » Je n'ai rien dit sur ce que j'avais lu. À quoi bon? Je savais déjà ce qu'il pensait de moi. Je savais déjà qu'il me voyait comme un fardeau, comme quelqu'un de pénible, comme quelqu'un dont il devait se débarrasser. 2 semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose de pire. C'était un samedi matin. Je vérifiais mes emails quand est arrivée une notification de la banque. C'était au sujet de la voiture de Nicolas, celle qui était à mon nom. Contraventions impayées, 47 infractions non payées. Total dû, 22 300 €. 22 300 € en amende. 47 infractions. J'ai appelé Nicolas immédiatement. Ça a sonné 5 fois avant qu'il ne réponde. « Allô ? Nicolas, je viens de recevoir un email de la banque. Tu as 22 000 € d'amende impayée. » Il y a eu un long silence. « Ah oui, j'avais oublié de t'en parler. »« Oublié ? Ce sont presque 50 amendes. Comment c'est possible, Nicolas ? » ?»« Relax, papa, c'est de vieilles amendes. Je vais les payer. »« Quand, Nicolas ? » ?»« La voiture est à mon nom. Si tu ne paies pas, c'est mon nom qui va être sali. »« Je sais, papa. Ne sois pas dramatique. Je t'ai dit que je vais payer. »« Avec quel argent ? Si tu me dois encore les 50 000 que je t'ai prêtés il y a 3 ans et les 30 000 d'il y a 8 mois. » Sa voix a changé. Elle est devenue dure, froide. « Tu sais quoi ?
J'en ai marre de toi qui me réclame toujours, toujours la même chose. Je t'ai prêté, tu me dois, quand tu paies. On n'est pas censé aider son fils sans rien attendre en retour? Je suis resté muet. Non, papa. Sérieux? Tu es obsédé par l'argent. C'est pour ça que personne ne veut être avec toi, parce que tu joues toujours la victime amère qui réclame des faveurs. Et il a raccroché. Je suis resté avec le téléphone dans la main, tremblant de la tête aux pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Je ne réclamais pas de faveur. Je défendais le peu qu'il me restait. Mais pour lui, j'étais le méchant. J'étais le papa qui osait rappeler ses dettes. J'ai passé 3 jours sans dormir à penser à cette conversation. Étais-je le problème? Étais-je dramatique, amer, obsédé? Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose que j'avais entendu il y a des mois, mais que je n'avais pas voulu traiter. C'était en mai. J'étais allé au Franprix près de chez Julien. J'étais dans la queue de la caisse quand j'ai entendu des voix familières derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Julien avec 2 amis. Il ne m'avait pas vu. Un des amis a demandé « Et ton père, comment il va ?» Julien a soupiré, avec un dramatisme exagéré. « Oh, il est là, collant comme toujours. Il ne comprend pas que j'ai grandi, que j'ai ma vie. Tout le temps, il m'appelle, il envoie des messages. C'est fatigant. » Les amis ont ri. « Tous les pères sont comme ça, » a dit l'autre. « Oui, mais le mien est niveau expert. L'autre jour, il m'a dit qu'il avait de la peine. Il m'a demandé s'il pouvait passer me voir, genre me rendre visite comme ça, comme si je n'avais rien de mieux à faire. » Ils ont encore ri. « Et qu'est-ce que tu as dit ? » J'ai inventé que j'avais beaucoup de travail. Évidemment que je ne vais pas le voir juste parce qu'il se sent seul, qu'il se fasse des amis ou quelque chose. Ce n'est pas ma responsabilité de le divertir. J'ai payé mes courses et je suis sorti de là le plus vite possible. Je suis rentré chez moi et j'ai vomi, littéralement vomi de dégoût, de douleur, de trahison. Mon fils, mon Benjamin, le petit garçon à qui j'avais appris à marcher, à parler, à être fort, ce même petit garçon parlait de moi avec mépris devant ses amis. Il me réduisait à un père collant, à un obstacle, à quelqu'un de pathétique qui n'avait rien de mieux à faire que de déranger son fils qui réussissait. Toutes ces découvertes partielles se sont accumulées comme des pierres sur ma poitrine. Chacune était douloureuse en soi, mais ensemble, elles formaient une vérité insupportable. Mes fils non seulement m'ignoraient, mais ils me méprisaient. Ils parlaient mal de moi dans mon dos. Ils se moquaient de mes sentiments. Ils me voyaient comme un fardeau inutile dont ils voulaient se débarrasser. Et le pire de tout, c'est qu'ils continuaient à faire semblant. Quand ils me voyaient en face, ils parlaient avec cette politesse fausse, avec ces « je t'aime, papa » vides, avec ces promesses de « on se voit plus tard » qui ne se réalisaient jamais. Ils vivaient une double vie. Avec moi, ils étaient des fils apparemment respectueux. Loin de moi, ils étaient cruels, ingrats, moqueurs. J'ai commencé à me demander combien d'autres conversations ils avaient eues sur moi. Combien de fois ils avaient levé les yeux au ciel quand j'appelais. Combien de fois ils avaient soupiré d'ennui en voyant mon nom sur leurs écrans. Je me sentais comme un idiot. Un vieux père illusionné qui avait cru que l'amour paternel suffisait à maintenir une famille unie. Mais ça ne suffisait pas. Ça n'avait jamais suffi. Ils avaient grandi, ils avaient formé leur propre vie, et dans ces vies, je ne rentrais plus. J'étais un obstacle, une relique du passé qui leur rappelait leurs origines humbles, leurs obligations morales, leurs dettes émotionnelles. Et cette dette, évidemment, ils ne voulaient pas la payer. Il y a 3 mois, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai relu mon testament. Je l'avais fait il y a des années, quand Françoise est morte. Dans ce testament, je laissais tout diviser également entre mes 3 fils. La maison, mes économies, mes affaires. Je spécifiais aussi que les 3 voitures qui étaient à mon nom leur appartenaient officiellement. En lisant ce document, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de colère. Allais-je vraiment tout leur laisser après la façon dont ils me traitaient? Après l'humiliation constante, le mépris, l'oubli. J'ai rangé le testament dans le tiroir. Je n'ai rien fait avec encore, mais quelque chose avait changé en moi. Une graine de colère avait commencé à germer. Ce n'était plus seulement de la douleur.
Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de l'indignation, parce que je ne méritais pas ça, personne ne méritait ça. Peu importe combien je m'étais sacrifié pour eux, je ne pouvais pas les obliger à m'aimer, mais je n'avais pas non plus à continuer à me soumettre à leur cruauté. Et puis décembre est arrivé, Noël est arrivé, ma dernière tentative de récupérer ma famille est arrivée. J'ai écrit ce message 2 semaines à l'avance, j'ai invité de toute mon âme, j'ai préparé ce réveillon de tout mon cœur. Et ils n'ont même pas eu la décence d'inventer un bon mensonge. Ils ont juste mis des emojis, des réponses d'un mot, une indifférence totale. J'aurais dû savoir. Tous les signes étaient là. Toutes les découvertes partielles pointaient vers la même conclusion. Ils n'allaient pas venir. Ils n'ont jamais eu l'intention de venir. Mais moi, têtu comme toujours, j'ai voulu croire qu'il y avait une possibilité. Une dernière possibilité qu'ils se souviennent de qui j'étais. Qu'ils se souviennent de tout ce que j'avais fait pour eux, que l'esprit de Noël, au moins, les fasse réfléchir. Je me suis trompé. Le 24 décembre, à 22 heures, alors que j'étais assis devant cette table pleine de nourriture que personne n'allait manger, j'ai lu ce message dans le groupe familial. Ce message qui m'a détruit et en même temps m'a libéré. Vieille baderne insupportable, personne ne te supporte. Tu vas manger tout seul de toute façon. Et à ce moment-là, toutes les découvertes partielles se sont unies en une révélation complète. Mes fils ne m'aimaient pas. Et je n'avais plus à faire semblant que tout allait bien. Il était temps de prendre une décision qui allait tout changer pour toujours. Non, ainda falta continuar. Vous complétez la historia agora. Il y a des moments dans la vie qui vous changent pour toujours. Des moments qui divisent votre existence en un avant et un après. Pour moi, ce moment a été la nuit du 24 décembre, assis devant une table pleine de nourriture que personne n'est venu partager, en lisant des mots que je n'aurais jamais dû lire. Vieille baderne insupportable, personne ne te supporte, tu vas manger tout seul de toute façon. Je les ai lus 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si les relire allait changer leur signification. Comme si soudainement ils allaient se transformer en mots d'amour, de regret, d'excuses. Mais ils ne changeaient pas. Ils restaient là, cruels, définitifs, vrais. Le groupe familial avait un nom que j'avais moi-même choisi il y a des années. Famille Dubois, amour éternel. Quelle ironie douloureuse. J'ai regardé la table jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Pas de larmes, je n'avais plus de larmes. C'était quelque chose de plus profond que la tristesse. C'était la mort d'une illusion. La mort du père qui avait cru que l'amour inconditionnel suffisait. Je me suis levé de ma chaise. Mes jambes tremblaient, mais j'ai réussi à me tenir debout. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Dehors, les maisons des voisins brillaient de lumière de Noël. J'entendais des rires lointains, de la musique, des célébrations. Le monde continuait à tourner. Les familles continuaient à être réunies. Noël continuait à être magique pour tout le monde, sauf pour moi. Je suis retourné à la table. J'ai observé chaque détail de ce réveillon que j'avais préparé avec tant d'amour. La dinde dorée, parfaite, découpée avec précision. La salade composée qui m'avait pris des heures à préparer. La farce savoureuse. Le vin. Les sablés décorés à la main, chacun avec un message. Je t'aime, Thomas. Je t'aime, Nicolas. Je t'aime, Julien. Comme je paraissais pathétique à mes propres yeux. Un homme de 59 ans, écrivant des messages d'amour sur des biscuits pour des fils qui n'ont même pas eu la décence de refuser l'invitation en face. J'ai repris mon téléphone, j'ai relu le message. Cette fois, j'ai remarqué un détail que je n'avais pas vu avant. Le message de Thomas avait été envoyé dans le mauvais groupe. Ils avaient un chat parallèle, un sans moi, où ils parlaient librement. Et par erreur, Thomas avait envoyé cette insulte dans le groupe où j'étais. Je suis entré dans ce chat parallèle qui apparaissait dans les informations des groupes en commun avant qu'il ne les fasse. Julien avait supprimé le message rapidement, mais j'ai réussi à voir que le groupe avait un nom, les trois, comme s'ils étaient la vraie famille, comme si j'étais un étranger dont ils devaient se protéger, dont ils devaient parler en cachette.
J'ai voulu crier, j'ai voulu casser quelque chose, j'ai voulu appeler et leur dire tout ce que je ressentais, toute la douleur qu'ils m'avaient causée, toute la colère que j'avais accumulée. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au milieu de cette douleur insupportable, quelque chose a changé en moi, quelque chose de fondamental. J'ai réalisé que je ne voulais plus leur amour, je ne voulais plus leurs excuses, je ne voulais plus leurs promesses vides, je voulais justice, pas de vengeance, justice. Il y a une différence, la vengeance cherche à blesser, la justice cherche à équilibrer. Et après des années de déséquilibre, de donner sans recevoir, d'aimer sans être aimé, de me sacrifier sans être valorisé, il était temps d'équilibrer la balance. Je me suis assis de nouveau à la table. Je me suis servi une assiette. Juste une. J'ai coupé un morceau de dinde et je l'ai porté à ma bouche. Cette fois, j'ai senti le goût. C'était délicieux. Parfait. J'avais fait un travail exceptionnel. J'ai mangé lentement. J'ai goûté chaque plat. La salade, la farce, le vin, les sablés. Tout était exactement comme ça devait être. J'avais fait ma part. J'avais démontré mon amour de la seule façon que je connaissais. En cuisinant, en préparant, en donnant. C'était eux qui avaient échoué, pas moi. J'ai fini de dîner vers 23 heures. J'ai débarrassé la table, j'ai rangé la nourriture dans des boîtes, j'ai tout nettoyé avec calme, sans me presser. Chaque mouvement était délibéré, conscient. À 23h30, je me suis assis dans le salon. Les lumières du sapin de Noël clignotaient doucement. La musique s'était arrêtée. Le silence de la maison était absolu. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois. Maître Marceau Lefebvre. Maître Lefebvre était l'avocat de la famille depuis 15 ans. Il s'était occupé de la succession de Françoise, quand elle est morte. Il s'était occupé de l'acte de propriété de ma maison. Il connaissait parfaitement mes biens, mes comptes, mes documents légaux. J'ai regardé l'heure. 23h40. C'était tard, très tard pour appeler, mais quelque chose en moi m'urgeait à le faire, comme si attendre jusqu'au lendemain allait me faire regretter, comme si la lucidité que j'avais atteinte était si fragile qu'elle pouvait s'évanouir avec l'aube. J'ai appelé, ça a sonné 3 fois, 4, 5, j'ai pensé qu'il n'allait pas répondre, mais il a répondu. « Allô ?» Sa voix était ensommeillée, confuse. Maître Lefebvre, c'est moi, Michel Dubois. Il y a eu une pause. Monsieur Dubois, tout va bien? Il est très tard. Je sais. Pardon pour l'heure, mais j'ai besoin que vous m'aidiez avec quelque chose d'urgent. Ce soir même. Son ton a changé. Il est devenu alerte, professionnel. De quoi avez-vous besoin? J'ai respiré profondément. Les mots étaient dans ma gorge, attendant de sortir. Mais une partie de moi doutait encore. Allais-je vraiment faire ça? Allais-je vraiment prendre une décision si drastique, si définitive? J'ai regardé la table déjà vide. Je me suis souvenu des heures passées à cuisiner. Je me suis souvenu de l'illusion avec laquelle j'avais décoré. Je me suis souvenu de l'espoir avec lequel j'avais attendu. Et je me suis souvenu des mots « Vieille baderne insupportable, personne ne te supporte, tu vas manger tout seul de toute façon. » Le doute a disparu. J'ai besoin que vous modifiez mon testament. Je veux déshériter mes 3 fils au maximum que la loi permet. Le silence de l'autre côté a été long. Je pouvais imaginer Maître Lefebvre s'asseyant dans son lit, complètement réveillé maintenant, en train de traiter ce que je venais de dire. « Monsieur Dubois, vous êtes sûr? C'est une décision très sérieuse. »« J'en suis complètement sûr. Puis-je vous demander ce qui s'est passé ?» J'ai tout raconté. Les années d'abandon, les mépris, les humiliations. Et finalement, le réveillon de Noël, le message cruel, la certitude que mes fils me voyaient comme un obstacle dont ils voulaient se débarrasser. L'avocat a écouté en silence. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément. « Je suis désolé, monsieur Dubois. Aucun père ne devrait passer par ça. C'est déjà passé. Maintenant, je veux juste faire ce qui est juste. Je comprends. Mais vous devez savoir que selon le droit français, vos fils sont des héritiers réservataires. Ils ont droit à la réserve héréditaire, qui représente les 2 tiers de votre patrimoine si vous avez 3 enfants.
Je ne peux pas les déshériter complètement, sauf s'il existe une cause légale grave comme l'indignité, mais c'est un processus difficile. Alors, je veux leur laisser seulement le minimum obligatoire par la loi. Et la quotité disponible, le tiers restant, je veux le donner. D'accord, on peut faire ça. Réduire leur part au minimum légal et donner le reste. À qui voulez-vous donner? À des associations caritatives qui soutiennent les personnes âgées en situation d'abandon. D'accord, je peux préparer le projet. Normalement, ça prend du temps, mais si c'est urgent, si vous avez besoin d'avoir quelque chose en main ce soir, quelque chose qui confirme que vous avez pris cette décision, oui, je veux avoir quelque chose ce soir. D'accord, je vais rédiger un document préliminaire, je vous l'envoie par email, vous le lisez, vous l'imprimez et vous le signez. Demain, on ira chez le notaire pour tout formaliser. Parfait. Ah, il y a autre chose, maître Lefebvre. J'ai mentionné qu'il y a 3 voitures à mon nom que mes fils utilisent. C'est exact, je m'en souviens. Je veux que vous les bloquiez. Je veux signaler leur usage indu. Je veux qu'elles soient immobilisées. Je peux demander un blocage administratif et notifier extrajudiciairement la restitution immédiate. S'ils sont arrêtés dans un contrôle, la voiture peut être retenue si la documentation n'est pas avec moi ou s'il y a une plainte. J'ai pensé à Nicolas et ses amendes. J'ai pensé à Thomas, allant à Marseille. J'ai pensé à Julien. Faites-le, je veux les 3 voitures immobilisées. Compris? Je vais préparer les notifications. Probablement demain matin, ils les recevront. Parfait. Monsieur Dubois, une dernière question. Vous prenez cette décision l'esprit clair? Vous n'avez pas bu? Vous n'êtes pas sous médicaments? Maître, j'ai 59 ans à prendre des décisions. Celle-ci est la plus claire de toutes. Très bien, je vous fais confiance. Je me mets au travail. Je vous envoie le document dans 1 heure. Je serai là. On se voit demain à 10 heures à mon cabinet. J'y serai. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait calmement. Un calme étrange, considérant ce que je venais de faire. Je me suis levé du canapé. Je suis allé dans la cuisine. Je me suis servi un verre de vin. Je suis retourné au salon et je me suis assis devant le sapin de Noël. En attendant l'email de maître Lefebvre, j'ai pensé à mes fils. J'ai pensé aux enfants qu'ils avaient été. Aux adolescents pleins de rêves, aux adultes qu'ils étaient devenus. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais voulu admettre avant. Je n'avais pas échoué comme père, j'avais tout fait correctement. J'avais donné de l'amour, de l'éducation, des valeurs, des opportunités. C'était eux qui avaient échoué comme fils. Et ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma responsabilité de porter la culpabilité de leurs décisions, de leur ingratitude, de leur cruauté. À 00h30, l'email est arrivé. Je l'ai ouvert d'une main ferme. J'ai lu chaque mot. C'était clair, légal, définitif. Testament de Michel Dubois. Je révoque toute disposition antérieure. J'ai lu sur la division du patrimoine. Le minimum légal pour les fils. Le reste pour la charité. J'ai imprimé. J'ai signé. Il était 2 heures du matin le 25 décembre. Noël. Mais pour moi, c'était le jour de ma renaissance. Je suis allé me coucher avec une paix que je ne ressentais pas depuis des années. Je me suis réveillé le 25 à 6 heures du matin. Pas parce que je devais me réveiller, mais parce que mon corps ne pouvait plus dormir. Je me suis levé. J'ai fait du café, je me suis assis dans la cuisine. À 7h30, mon téléphone a sonné. C'était Nicolas. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé encore et encore. Il a laissé un message vocal. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai reçu une notification pour restituer la voiture. Rappelle-moi urgent. » J'ai supprimé. À 8 heures, Julien a commencé à écrire sur WhatsApp. « Papa, pourquoi j'ai reçu un avis de ton avocat? C'est ridicule. J'ai des rendez-vous aujourd'hui. C'est quoi cette petite vengeance? Parce qu'on n'est pas venu à ton réveillon ?» J'ai lu calmement. Je n'ai pas répondu. À 8h30, Thomas a appelé. Cette fois, j'ai répondu. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était exigeante. « J'ai reçu une notification numérique. La voiture est bloquée. » Le ton était d'exigence. « Les voitures sont à mon nom, Thomas. J'ai décidé d'exercer mon droit de les récupérer. »« Ton droit? Cette voiture est à moi.
C'est moi qui l'utilise, c'est moi qui paie l'essence. Mais elle est à mon nom. Et hier, pendant que je dînais seul à Noël, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelques changements. Attends, c'est parce qu'on n'est pas venu dîner? C'est parce qu'aucun de vous n'a eu la décence de prévenir. Parce que vous avez écrit dans votre chat privé que je suis une vieille baderne insupportable que personne ne supporte. Silence pesant. Papa, Non, qu'est-ce que... Tu as lu quoi? Tu veux dire que c'est un mensonge? C'était un moment de frustration. Je ne le pensais pas vraiment. Ah non? Alors pourquoi vous avez écrit ça? Pourquoi vous avez un groupe sans moi qui s'appelle Les Trois? Papa, tout le monde a besoin de se défouler. Eh bien, moi aussi je me suis défoulé. J'ai appelé mon avocat. Un avocat? Pour quoi faire? Pour modifier mon testament et récupérer les voitures. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Tu ne peux pas faire ça! Je l'ai déjà fait. À 10 heures, j'ai rendez-vous pour signer l'officiel. Les voitures doivent être restituées immédiatement. Et concernant le testament, eh bien, vous devrez attendre ma mort pour savoir. Papa, tu es irrationnel. C'est une crise émotionnelle. Irrationnel? 35 ans à me sacrifier et tu me traites d'irrationnel parce que je réagis enfin? C'est fini, Thomas. Fini la commodité. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. On va discuter calmement. Il faut que j'y aille. Maître Lefebvre m'attend. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, message dans le groupe que j'avais quitté, mais ils m'ont rajouté ou ils ont envoyé en privé. Papa, sérieux? Tu vas nous punir comme des enfants? Julien. Incroyable. Toute une vie à se sacrifier pour réclamer après. Nicolas. Mieux vaut parler quand la crise sera passée. Thomas. Crise. J'ai écrit pour la dernière fois. Ce n'est pas une crise. C'est une décision consciente. Vous avez décidé que vous ne vouliez pas de père. J'ai décidé que je ne veux pas de fils qui me traite comme de la merde. On est quitte. J'ai quitté le groupe. J'ai bloqué les 3 numéros. À 9h30, je suis sorti pour le cabinet de Maître Lefebvre. J'étais bien habillé, rasé de près, la tête haute. J'ai tout signé. Le notaire a lu à voix haute. Chaque clause était un acte de dignité. Quand je suis sorti de là, je me sentais 10 kilos plus léger. Quand je suis rentré chez moi, il était 11 heures du matin. J'ai allumé mon portable. 57 appels manqués. Des messages de numéros inconnus. Je n'ai rien lu. À 13 heures, on a sonné à la porte. C'était Thomas. Il était seul, il paraissait désespéré. Papa, ouvre, il faut qu'on parle. Je n'ai pas ouvert. Papa, s'il te plaît, c'est ridicule. Je suis resté assis en écoutant. Bon, j'admets, on a déconné, mais tu es notre père. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Abandonner. Quel choix intéressant de mots. Après 20 minutes, il a abandonné. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Il était à pied, sans voiture. À 15 heures, Julien est arrivé avec Nicolas. Ils ont frappé agressivement. « Papa, arrête ton cinéma et ouvre !» C'était Julien. La voisine a dit qu'elle t'avait vu rentrer. Nicolas a crié « C'est de l'abus, papa, du chantage émotionnel. » J'ai ouvert la fenêtre juste un peu. Frustrés, les garçons. Pourquoi, Julien? Julien paraissait soulagé. D'avoir un père qui vous aime. Papa, s'il te plaît, sors. On va parler comme des adultes. J'ai déjà parlé, hier avec mon avocat, c'était ma conversation d'adulte. Alors quoi? On n'est plus tes fils? Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps. C'est juste moi qui refusais de le voir, a demandé Nicolas. J'ai fermé la fenêtre. Ils ont crié, supplié, menacé. Après 1 heure, ils sont partis. Les jours suivants ont été de silence, un silence de paix. Le 26, je me suis réveillé tard. Le 27, j'ai commencé à emballer leurs affaires qui étaient encore chez moi. Vieux vêtements, jouets, diplômes, pas par méchanceté, mais pour libérer de l'espace. J'ai reçu un appel de Maître Lefebvre. Ils étaient allés à son cabinet. Ils avaient essayé de faire annuler le testament. Nicolas avait menacé de poursuivre en justice. Julien avait pleuré. Il disait qu'il voulait une chance. J'ai fait dire que s'il voulait me parler, il devait démontrer un changement par des actions, pas par des mots. Le 28 décembre, quelque chose a changé.
J'ai ressenti une légèreté, j'ai appelé une agence de voyage. Je veux un forfait pour la Côte d'Azur, plage, tranquillité. Nice, parfait. J'ai acheté pour mi-janvier, juste pour moi. Le 29, ils ont fait une dernière tentative. Ils sont arrivés tous les trois avec une boîte cadeau. Ils ont sonné à la porte. « Papa, on t'a apporté un cadeau. » Des excuses. J'ai ouvert la porte juste un peu. « On t'a acheté ça. C'est une tablette pour qu'on puisse faire des appels vidéo plus facilement, » a dit Julien en tendant la boîte. « On va faire un calendrier de visite, des déjeuners en famille. » J'ai regardé la boîte. Des promesses vides. Vous savez pourquoi je ne vous crois pas? Parce que vous avez eu des années pour faire ça, et vous ne l'avez jamais fait. Vous n'êtes là que parce que j'ai repris les voitures et touché à l'argent. Alors quoi? Tu veux qu'on rampe? A demandé Nicolas avec colère. Je ne veux rien, c'est ça le problème. Je ne veux plus rien de vous. Tu vas mourir seul, amer, a dit Thomas. Je préfère être seul que mal accompagné. La solitude qui fait mal, c'est d'être avec ceux qui ne te voient pas. J'ai pris la boîte de la tablette, je l'ai posée par terre. Gardez la tablette et gardez la leçon, les gens se lassent. J'ai fermé la porte. Cette nuit-là, j'ai enlevé mon alliance de mariage. J'ai parlé à Françoise à voix haute. « Pardon, mon amour. Peut-être que prendre soin d'eux signifiait leur enseigner cette dernière leçon. Les mois ont passé. Je suis allé à Nice. J'ai acheté de nouveaux vêtements. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Mais les nouvelles arrivent. Madame Rousseau, la voisine commère, m'a raconté. J'ai appris que Thomas se séparait. Amélie a découvert qu'il dépensait tout dans les paris sportifs, ces sites de paris en ligne. Il a perdu beaucoup d'argent. Et sans la voiture, et sans le père pour le sauver, ça a dégénéré. Il boit. J'ai appris pour Nicolas à la banque. Il doit à tout le monde. L'affaire a fait faillite il y a longtemps. C'était toute de la façade. Sa femme veut le quitter. J'ai appris pour Julien dans un café, en écoutant le même ami qui parlait mal de moi. Julien a été licencié. Erreur grave au travail. Il vivait d'apparence, endetté. Maintenant, il est désespéré. Mes fils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Sans mon filet de sécurité, ils sont tombés dans la réalité. Avant de voyager, Amélie est venue me voir. Elle m'a raconté la vérité sur l'affaire de Thomas, que c'était des paris. Elle m'a remercié d'avoir arrêté d'aider parce que ça a forcé la vérité à apparaître. Elle m'a laissé voir Gabriel. J'ai voyagé. J'ai marché sur la promenade des Anglais. J'ai mangé de la bouillabaisse. Je me suis senti vivant. Quand je suis rentré, j'avais des lettres d'eux. Thomas admettait son addiction au jeu. Il disait qu'il était en thérapie. Merci de ne pas m'avoir sauvé. J'avais besoin de tomber. Nicolas s'excusait de m'avoir vu comme une banque. Je travaille dans un emploi simple pour rembourser mes dettes. Je vais te rembourser chaque centime. Julien disait qu'il avait oublié qui il était à cause des apparences. Je travaille dans une librairie maintenant. Je vis simplement. Je t'aime vraiment. Je n'ai pas encore répondu. Certaines choses ont besoin de temps. Mais je suis en paix. Aujourd'hui, j'ai ma routine. Mes cours de peinture, mes promenades. Je vois mon petit-fils toutes les 2 semaines. Mes fils sont dans ma vie, mais avec des limites. Nicolas a déposé 500 € le mois dernier. Peu, mais honnête. Si vous m'écoutez, n'attendez pas d'avoir 59 ans pour vous valoriser. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Parfois, laisser tomber est le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire. J'ai dîné seul ce Noël-là, mais c'était le début de ma meilleure vie. Fin. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour montrer votre soutien. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez et quelle heure il est chez vous. À l'écran apparaissent 2 nouvelles histoires de vie et l'une d'entre elles va vous toucher. Si vous voulez, vous pouvez me soutenir avec un petit super thanks. Merci et à très bientôt.